Guatemala, la guerre de la drogue fait rage depuis que les cartels du Mexique voisin ont jeté leur dévolu sur le pays. Mais beaucoup de jeunes du Guatemala ont décidé de résister, de se battre en refusant la violence. Leur arme, c'est leur voix et ils espèrent qu'elle fera la différence. C'est un pays en état de siège. Un pays gangréné par la violence, un pays où les habitants vivent dans la peur, le Guatemala paralysé par le trafic de drogue. Dans le nord du pays, dans l'Alta Verapaz, le cartel mexicain Los Zetas a pris le contrôle, au point que le 19 décembre 2010, le président Álvaro Colom a pris l'extraordinaire décision de décréter l'état d'urgence dans toute la région, suspendant tous les droits constitutionnels avec une purge de la police locale. Nous maintiendrons une présence forte jusqu'à ce que nous ayons repris le contrôle complet de la région. Et l'armée nationale a aussi été déployée, du jamais vu dans l'Alta Verapaz, 15 ans après la fin de la longue guerre civile qui a déchiré le pays pendant 40 ans. Que peut-on faire pour permettre à ce pays de retrouver la stabilité et redonner à la population le contrôle de son avenir ? Écoutez, je ne peux pas changer le passé. Mais à partir de maintenant, je sais que je ne veux plus faire ces mauvaises choses. Cela veut dire quelque chose, mais cela ne veut pas dire que l'on peut effacer le passé. Cet homme cache son visage pour se protéger. Son histoire, c'est celle de la violence et du crime. Une histoire trop commune, celle de tous les maux dont souffre ce petit pays d'Amérique centrale. Si une jeune femme veut étudier, elle n'en a pas la possibilité. C'est là l'origine de la violence à laquelle nous sommes confrontés, parce que nous ne sommes pas éduqués comme nous devrions l'être. L'histoire de cette jeune femme, c'est aussi celle de la violence qui se répète, de l'impuissance qui frappe la région d'Alta Verapaz. Deux histoires différentes, mais chez cet homme et chez cette femme, la même lutte et finalement le même courage, le même pouvoir, celui de changer l'avenir de leur pays. Je suis désolé que cette interview doive rester anonyme, mais j'ai peur qu'il me tue. Nous l'appellerons Juan. Il a 19 ans. C'est l'âge moyen de la population du Guatemala qui compte 14 millions d'habitants. Comme la plupart des Guatémaltèques, Juan a grandi dans une pauvreté extrême. Il n'avait que 14 ans quand son père alcoolique l'a expulsé de la maison. Ma maison, c'était la rue. Dans la rue, je fumais avec mes amis. Et quoi de neuf? Comment ça va? C'est là que j'ai été initié aux substances. La cocaïne, j'ai fumé beaucoup trop de marijuana. On traînait. On était soi-disant amis, mais je ne savais pas qu'ils m'utilisaient. Ces prétendus amis faisaient partie d'un trafic international de drogue qui, selon les estimations, fait circuler chaque année entre 250 et 350 tonnes de cocaïne à travers l'Amérique centrale. Destination, l'Amérique du Nord et l'Europe. Un pactole pour le cartel Los Zetas qui n'a pas de mal à recruter des jeunes comme Juan, désespérément en quête d'argent. Ils savaient que j'étais très violent. Les autres jeunes avaient peur de moi. Donc, si j'étais avec eux, personne ne tentait rien parce que j'étais là. Juan est devenu l'un des fantassins de cette armée de trafiquants de drogue qui parcourait toute la région sans se cacher. Les enlèvements, les extorsions se répétaient chaque jour et le trafic de drogue était colossal. Edwin Daniel Monterosa est colonel dans l'armée guatémaltèque de l'Alta Verapaz. Les gens ne se sentaient pas en sécurité parce que les hommes armés étaient partout. Dans la région, beaucoup sont tombés, victimes de crimes. D'autres, comme Juan, ont basculé dans l'illégalité et le reste de la population, sans éducation, sans conscience de ses droits, muette face au gouvernement, est restée impuissante. Dans ma famille,
Personne n'a jamais obtenu un diplôme d'études secondaires. Ils sont agriculteurs et ne pensent pas à grand-chose d'autre qu'à leur ferme. Ils sont rares au Guatemala à étudier au-delà du primaire. Et les jeunes femmes de 20 ans comme Maïda Araceli Cahuec ont beaucoup de mal à nourrir des ambitions. Jorge Cahuec, le père de Maïda, espère qu'elle travaillera à la maison. C'est ma main droite. Je veux dire, elle m'a toujours aidé. Quand elle m'aide, je n'ai pas besoin de payer quelqu'un d'autre. Mais Maïda veut bien plus que travailler à la ferme. Elle rêve d'aider sa communauté. Mon problème, c'est que j'aime aider les autres. C'est pour ça que je veux continuer à étudier. Je ressens le changement en moi-même et cela peut avoir un impact sur mon pays, qui est dans une situation si mauvaise. Dans l'Alta Verapaz, où elle vit, le gouvernement a en partie repris le contrôle. Un mois après avoir décrété l'état d'urgence, il a saisi des armes, des explosifs, des voitures, des avions et de la drogue. Mais beaucoup pensent que ce répit ne durera pas. Et les premières victimes de la violence sont encore et toujours les plus vulnérables. C'est ce qu'explique Mariano González, chercheur au bureau de l'archevêché pour les droits de l'homme au Guatemala. La plupart de ceux qui sont tués sont des jeunes et la majorité des agresseurs sont aussi des jeunes. Donc, ce que nous avons, c'est la jeunesse au cœur du problème de la violence, à la fois comme victime et bourreau. C'est un phénomène tragique. Au Guatemala, on compte entre 15 et 20 homicides par jour, des chiffres que l'on n'avait pas connus depuis la guerre civile qui a coûté la vie à 200 000 personnes. Et parmi les victimes de ces crimes, une proportion alarmante de jeunes de moins de 25 ans. En l'absence d'une véritable politique publique pour la jeunesse, nous assistons à une situation très grave. Si vous n'incluez pas les jeunes, vous condamnez votre pays à l'échec. Alberto Brunori est le représentant du Guatemala pour le Bureau des Nations Unies du Haut Commissariat aux droits de l'homme. On ne voit pas les jeunes. Ils n'existent quasiment pas. Personne ne les prend en considération, sauf peut-être pendant les campagnes électorales pour gagner des voix. Mais personne ne propose de politique publique qui puisse les impliquer ou les inspirer. Présent, Monsieur le Président, vous ne pourrez pas me renverser. C'est cette idée qui est à l'origine de la création de l'ADP, l'Association des Amis du Développement et de la Paix. Un programme d'éducation précurseur qui forme les jeunes leaders au développement et à la démocratie. Une initiative rendue possible grâce au soutien financier du FNUD, le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Qu'est-ce que nous entendons par la démocratie ? La participation. Nous sommes une société faite, dirigée et éduquée pour obéir, mais pas pour penser. Roberto Alvarado est le directeur de l'ADP. Il pense que c'est en encourageant les jeunes à faire entendre leur voix que l'on peut combattre la violence. Nous formons des futurs leaders politiques. Nous ne pouvons pas accepter que les jeunes votent sans réfléchir à la raison qui motive leur choix. Ils ne sont pas simplement en train de se préparer pour des examens, mais pour la vraie vie. Avec le soutien du FNUD, le programme de l'ADP forme plus de 500 jeunes grâce à des bourses d'une année. Le but est d'en faire de futurs leaders des communautés locales. Une fois diplômés, c'est en effet dans leur communauté qu'ils retourneront éduquer à leur tour les autres, leur apprendre leurs droits, les lois, le processus démocratique. Parmi ces futurs leaders, celle qui voulait faire la différence, Maïda. J'ai dit à ma mère que je venais ici, mais pas à mon père. Maïda a décidé de cacher à son père qu'elle avait gagné et accepté une bourse de l'ADP et qu'elle allait participer à la formation. Mais quand la presse locale a couvert l'inauguration du programme, son père n'a pas mis longtemps à la reconnaître.
Ce jour-là, mon père est venu à la maison vers 3 heures de l'après-midi et il était tellement furieux de ne pas me trouver qu'il s'en est pris à mes frères. Il les a tous battus. Mais malgré la désapprobation de son père, Maïda n'a pas renoncé. Elle a continué le programme. Et à ses côtés, quelqu'un en qui plus personne ne croyait, Juan. Après 4 années passées dans la rue, les frères de Juan sont intervenus. Ils l'ont convaincu de retourner étudier, de postuler pour l'ADP. La première fois que nous avons parlé, je me suis sentie intimidée. Mais au fil du temps, ma perception a changé. Juan raconte comment des formateurs comme Nathalie Paquet l'ont aidé à faire entendre sa voix. Pendant la première semaine, nous avons étudié l'estime de soi et comment vivre avec d'autres personnes de façon calme et démocratique. Il aime participer, il est très mature, exprime ses points de vue et aime communiquer. Il peut convaincre le groupe, ce qui fait de lui un leader. Nous n'introduisons aucune sorte de conviction politique ou idéologique. Ce que nous essayons de faire, c'est de pousser les jeunes à faire leurs propres réflexions et avancer avec leurs propres décisions. Maïda a obtenu son diplôme et elle est désormais leader ADP. Elle a même été récompensée d'une 2e bourse, obtenant ainsi un diplôme d'études secondaires en développement et démocratie. Juan, lui, a rapidement compris qu'il valait bien plus qu'un soldat du cartel de la drogue, qu'il pouvait changer l'avenir d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Nous commençons à appliquer ce que nous savons de la démocratie et de la paix. Et le changement est là. Imposer la paix dans leur pays, choisir véritablement leur avenir, cela prendra sûrement de longues années. Mais Juan, Maïda et des dizaines de jeunes ont décidé dès aujourd'hui de prendre le contrôle de leur vie, de jeter les bases d'un véritable changement.